Voilà, je me nomme Dr Kwame Agbele, je viens de Lomé, au Togo, en Afrique de l'Ouest. Je suis vraiment ravi de participer à ce congrès avec vous sur la question identitaire dans les pays en construction ou dans les pays européens, dans les pays du monde en général. Et je suis ravi de participer à ce congrès avec mon collègue et ami de l'Université de Grenade en Espagne. Il s'agit de Dr José Manuel Maroto Blanco, avec qui j'ai entrepris des recherches sur les politiques économiques au Togo, surtout la question du self-help du tout premier président de la République. Il s'agit de Sylvanus Olympio. Donc aujourd'hui, ce qui va retenir notre attention, c'est la construction de l'identité nationale au Togo en nous servant des politiques publiques de deux présidents. Il s'agit de Sylvanus Olympio, bien évidemment, et de Nicolas Grunic, qui est le deuxième président de la République togolaise. Et donc nous allons voir comment ces deux présidents, à travers leur politique économique, essayer de construire l'identité d'un nouveau Togolais dans le contexte de la post-colonialité en Afrique et au Togo en particulier. Mais bien avant d'aller plus loin, il faut d'abord présenter quand même le cadre géographique. Quand je parle du Togo, c'est familier pour moi parce que je le connais bien, mais beaucoup ne le connaissent pas, donc je vais en quelques mots essayer de vous présenter ce pays-là. Donc le Togo est pratiquement une bande de terre qui est coincée entre le Ghana à l'ouest et le Bénin à l'est, qui s'étale sur 56 600 km². Donc le Togo est limité à l'ouest par le Ghana, à l'est par le Bénin. Au nord, nous avons le Burkina Faso. Le pays a une ouverture sur l'océan Atlantique sur une cinquantaine de kilomètres. Donc cette forme actuelle du Togo n'existait pas au début du 19e siècle. Elle est bien évidemment la conséquence d'une série d'événements dont la colonisation et la Première Guerre mondiale. Donc d'abord, la colonisation. Le 5 juin 1884, le Togo, on a assisté au début ou à la pose de la première pierre de la construction de ce que nous avons aujourd'hui comme le Togo. L'Allemagne, surtout par l'intermédiaire de Gustave Nachtigal, a signé un traité de protectorat avec un chef local qui s'appelait à l'époque Mlapa III de Togoville. Donc c'est son porte-cep Placo qui avait signé le traité de protectorat avec Gustave Nachtigal, et c'est le début de la colonisation allemande au Togo. Donc elle a duré une trentaine d'années, et au cours de la Première Guerre mondiale en 1914, l'Allemagne avait perdu la guerre au Togo et très tôt. D'ailleurs, la campagne togolaise a été la plus courte, et le Togo a cette particularité-là d'être le territoire sur lequel l'Allemagne avait perdu pour la première fois là, au cours de la Première Guerre mondiale. Le pays a été partagé entre les Français et les Britanniques. Donc la partie actuelle que nous avons, la partie du Togo actuelle que nous avons, c'est la partie qui a été donnée aux Français, les 56 600 km². Donc après, la France a administré le Togo de 1914 à 1960. Donc en 1960, le Togo a proclamé officiellement son indépendance, c'est-à-dire le 27 avril 1960. Et donc après ça, il y a eu des présidents qui se sont succédés à la tête de l'État, et ils ont essayé, tant bien que mal, de bâtir une identité nationale autour d'un certain nombre de valeurs. Donc le tout premier président, Sylvanus Olympio, quelle a été sa politique économique et quelle a été sa politique diplomatique pour bâtir un Togo nouveau. Donc pour lui, un Togolais nouveau, après la colonisation, c'est ce Togolais-là qui est indépendant vis-à-vis de la France, c'est ce Togolais-là qui participe au financement de son développement. Donc il a initié ce que nous appelons le self-help. C'est-à-dire les Togolais devaient participer par leurs moyens financiers, par leur force du travail à financer soi-même son indépendance.
financer soi-même son développement. Donc, le self-help a été une politique économique que le premier président a initiée. Donc, à travers cette politique-là, on voyait une volonté d'avoir un Togolais réellement indépendant, un Togolais libre de toute entrave et de toute suggestion, comme lui-même il a dit lors du discours de la déclaration de l'indépendance du pays. Donc, au-delà de ça, au-delà de cette politique de self-help, qui voudrait que le Togolais soit lui-même le maître de son destin, il y a également une certaine germanisation du pays puisque il s'est plus tourné vers l'Allemagne que vers la France qui a été la puissance tutrice du Togo jusqu'à l'indépendance. Donc, il y a une certaine germanisation qui s'est montrée à travers un certain nombre de trucs au Togo. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'inauguration des centres culturels des deux pays, la France et l'Allemagne, on a vu que Olympia a préféré inaugurer le centre culturel allemand qui est le Goethe Institut avant d'aller inaugurer le centre culturel français en 1960. Donc cela démontre que Olympio voulait être indépendant vis-à-vis de la France et avait une certaine préférence pour l'Allemagne par rapport à la France. Au-delà de ça, Olympio n'a pas caché sa volonté de s'affranchir vis-à-vis de la France et en conduisant par là les Togolais à se séparer autant que possible de la France. Il s'agit également d'un certain nombre de faits qui le montrent. Olympio a voulu sortir du franc CFA en créant une monnaie togolaise, en créant une banque nationale togolaise qui devait battre monnaie avec l'aide des Allemands. Donc, d'ailleurs, on le dit ouvertement que c'est l'une des causes de sa mort. Donc, à travers un certain nombre de politiques économiques, à travers un certain nombre de relations diplomatiques, puisque Olympio a noué des relations avec d'autres pays que la France sur le plan international. À travers ces agissements-là, on voit que Olympio voulait créer un Togolais indépendant vis-à-vis de la France. Maintenant, il a été assassiné froidement le 13 janvier 1963. Ce que nous appelons les demi-soldes. Et ces demi-soldes étaient des soldats qui avaient travaillé pour la France au cours de la colonisation, qui étaient revenus au pays, qui voulaient être réintégrés dans l'armée togolaise. Ça, c'est une autre histoire. Et maintenant, après lui, on a fait appel, avec son assassinat, on a fait appel à son beau-frère, qui n'était autre que Nicolas Grunitzky. Maintenant, comment Nicolas Grunitzky a participé lui aussi à l'enracinement d'une identité togolaise? C'est à travers, bien évidemment, les politiques économiques, bien évidemment, les relations diplomatiques, et on s'aperçoit clairement que avec Sylvanus Olympio, ça c'est l'analyse que nous faisons et c'est personnel, avec Nicolas Grunitzky, on a assisté à un asservissement du Togolais en quelque sorte. Maintenant, pourquoi nous le disons? C'est parce qu'on a assisté en quelque sorte à un retour en force de la France qui, au lieu d'administrer le Togo comme un territoire sous mandat et puis sous tutelle, a réellement colonisé le Togo. Donc, on assiste à un retour du colonisateur avec le financement du budget national, avec un certain nombre d'accords, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan sur les interventions de la France dans la vie économique du Togo en général. Donc, bref, de la volonté d'avoir un Togolais indépendant, d'avoir un Togolais libre de toute entrave, comme le disait le premier président, on est allé vers un Togolais asservi. Donc, on est passé d'une identité d'affranchi à une identité d'asservi. Ça, c'est notre analyse de la situation. C'est ce à quoi nous voulons nous atteler au cours de cette conférence internationale qui regroupe les chercheurs venus d'horizons divers pour réfléchir à la question de la construction de l'identité. Donc, je suis encore une fois ravi de participer à ce congrès-là avec mon ami José Manuel Maroto Blanco de l'Université de Granada. Nous serons à votre disposition pour d'éventuelles questions s'il y en a, s'il y a des zones d'ombre lors de la présentation de notre article. Merci infiniment et à très vite.